Salut les amis, nouvelle semaine qui démarre et donc nouveau point politique. Ce soir, à 20 h, le président de la République va parler. Il est temps, puisque ça fait maintenant un mois que la mobilisation des Gilets jaunes a commencé dans le pays. Alors bien sûr, il y a quelques semaines de cela, 2 si je ne m'abuse, Emmanuel Macron avait répondu en réalité par un discours qui était prévu lors de l'annonce de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et cette réponse avait été jugée à raison complètement technocratique par les Françaises et les Français mobilisés sur les ronds-points qui disaient mais ce qu'a annoncé Emmanuel Macron ne va pas solutionner la question de nos fins de mois difficiles et du fait qu'on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Puis ensuite Emmanuel Macron est disparu de la scène pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, puisqu'il a utilisé finalement son fusible, Édouard Philippe, pour faire le travail à sa place. Et c'est ainsi qu'on a pu voir, après plusieurs semaines de mobilisation, et notamment après les manifestations du samedi 1er décembre, qu'ont connu aussi les débordements que l'on a vus sur la place de l'Étoile, notamment à Paris, eh bien, enfin, et tardivement, une réponse du gouvernement. D'abord, dans un premier temps, Édouard Philippe est venu devant la représentation nationale pour faire des annonces et dire qu'il renonçait à la hausse des taxes sur les carburants de manière immédiate et qu'il la suspendait pour 6 mois, le temps de faire un moratoire. Et la réaction des Gilets jaunes a été rapide. Ils ont dit mais nous, c'est pas dans 6 mois que la question va se solutionner pour nous, puisque la misère, la difficulté, elle est tout de suite, elle n'est pas dans 6 mois. Et donc très vite on a vu dans l'après-midi que ça a basculé, puisque Emmanuel Macron a commencé par penser que la mobilisation des Gilets jaunes, c'était finalement un conflit social comme un autre, et que puisque la taxe sur les carburants avait été le principal point d'entrée, eh bien, il suffirait d'y renoncer ou de la suspendre pour une durée temporaire pour que les Gilets jaunes enlèvent leur gilet et retournent chez eux. Évidemment, ça ne s'est pas produit. Donc Emmanuel Macron a voulu aller un peu plus loin, et par la voix du ministre François de Rugy, le soir même, il a annoncé que finalement, il renonçait à cette hausse de taxes sur les carburants, en tout cas pour le budget 2019, parce que vous imaginez bien que cette question va revenir pour le budget suivant. Donc voilà, et il estimait que ce faisant, comme c'était la principale revendication, eh bien tout le monde allait rentrer chez soi. Évidemment, ça ne s'est pas produit parce que vous le savez comme moi, maintenant, depuis un mois que les Gilets jaunes se mobilisent, qu'ils se réunissent sur les ronds-points, qu'ils discutent, qu'ils établissent ensemble leur cahier de revendications, on voit bien que la hausse des taxes injustes sur le carburant, je dis injuste parce que vous savez par ailleurs qu'Emmanuel Macron ne fait pas de politique écologiste et que seulement 19%, on l'a expliqué, de cette hausse de recettes allait s'affecter à la transition écologique. Donc c'est injuste puisque augmenter la taxe sur les carburants pour des gens qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture, ça ne peut pas les faire renoncer à rouler. Mais vous voyez bien que très vite d'autres revendications sont venues sur la table et que finalement la hausse des taxes sur le carburant a été, nous l'avions dit, la goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était déjà bien plein, mais que plein d'autres choses sont venues se rajouter et que ce qui est finalement véritablement en cause, c'est l'injustice sociale et fiscale. Et vous vous souvenez ce que nous avons dit, notamment par la voix de Jean-Luc Mélenchon à la tribune de l'Assemblée, qu'il ne peut pas y avoir d'ordre public sans justice sociale. Et la liste des revendications des Gilets jaunes aujourd'hui se cristallise autour de quelques points, dont l'essentiel se situe autour de la question de la justice fiscale et de la progressivité de l'impôt. C'est-à-dire, en gros, les gens nous disent, ils ne nous disent pas « on ne veut pas payer d'impôts ». Ils disent pour l'essentiel « on en a assez que tout l'effort pèse sur notre dos ». Et c'est vrai que quand on regarde comment est fait aujourd'hui le système fiscal français, on voit bien que c'est pour l'essentiel les populations, les contribuables les plus modestes, cette classe moyenne, comme on va l'appeler, les gens qui payent des impôts mais qui ne sont pas riches, qui prennent tout l'effort sur leur dos, puisque vous avez 5 tranches d'impôts aujourd'hui, donc tout l'effort est concentré sur eux, et plus vous gagnez, et moins il y a de progressivité réelle sur votre imposition. Donc il serait temps finalement que les riches soient solidaires et qu'on ait une vraie progressivité, que tout le monde paye. D'ailleurs, nous serions favorables à cette idée que tout le monde paierait, mais paierait véritablement à hauteur de ses revenus, à proportion de ses revenus. C'est-à-dire que tout en bas, vous payerez de manière symbolique, et puis plus vos revenus sont importants, plus vous contribuez à l'effort collectif, parce que vous le savez comme moi, derrière l'impôt, ce sont des services publics dont nous sommes fiers, et qui font aussi ce qu'est le modèle social français. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est tous ces services auxquels nous devrions avoir accès. Mais que se passe-t-il?
de plus en plus, les politiques d'austérité budgétaire imposées notamment par la Commission européenne font que les gouvernements à la fois augmentent les impôts et dans le même temps font disparaître les services publics. Donc le résultat pour beaucoup, c'est de voir qu'on paye des impôts et qu'à mesure qu'on en paye, finalement, les services disparaissent et que maintenant il faut aller parfois à l'autre bout de la ville ou dans la ville voisine pour trouver les services publics qu'on avait en bas de chez soi avant. Donc finalement, c'est là que le consentement à l'impôt il est mis en difficulté. Donc je pense que la question d'une véritable progressivité de l'impôt et du fait qu'on procède à la refonte complète de notre système fiscal, je crois que c'est véritablement le principal point qu'Emmanuel Macron devrait annoncer. Et nous, on lui fait cette proposition, puisqu'avec la France Insoumise, on avait proposé un système à 14 tranches d'impôts qui permettrait, contrairement au système à 5 tranches d'aujourd'hui, qu'on lise véritablement l'effort. Et vous vous souvenez peut-être que pendant la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, on avait mis en ligne un simulateur fiscal qui faisait cette démonstration qu'avec ce système à 14 tranches, toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois paieraient moins d'impôts. Ça fait beaucoup de monde. Et donc ça veut dire que les plus riches, eux, paieraient véritablement en proportion de leurs revenus. Ensuite, il y a la question de l'impôt de solidarité sur la fortune, puisque Emmanuel Macron n'a pas entendu cette revendication, il n'a absolument pas donné suite. Or, vous vous souvenez que d'entrée de jeu, avec la taxe sur les carburants, la question de l'ISF était centrale. Lui, il l'a supprimé, l'ISF, faisant un cadeau d'1 million d'euros aux 100 plus riches de ce pays, et dans le même temps, il baissait les APL, il attaquait les retraités avec la CSG, ils ont durement payé. Donc ce deux poids deux mesures, il n'est pas acceptable fiscalement. Donc le rétablissement de l'impôt sur la fortune paraît être une annonce qu'Emmanuel Macron ne peut pas ne pas faire ce soir aux 20h. Et puis bien évidemment, il y a la question de la rémunération et de la capacité à finir les fins de mois correctement. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter toute cette France qui travaille, qui se lève tôt le matin et qui, malgré le fait qu'elle soit en emploi, n'arrive pas à boucler les fins de mois. Donc il faut augmenter les salaires. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'en passer par la hausse du SMIC. Et il y a effectivement dans les revendications des Gilets jaunes cette question du SMIC qui est centrale. Et nous avons proposé par exemple qu'on l'augmente à 1 326 € net, alors qu'aujourd'hui il est à 1 180 €, ce qui est vraiment à peine au-dessus du seuil de pauvreté. Donc je le dis, rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune pour que les riches soient véritablement solidaires, annonce d'une refonte de notre système fiscal qui permettrait d'avoir plus de progressivité sur l'impôt et la hausse du SMIC semble être des points incontournables pour Emmanuel Macron. On pourrait bien sûr aller plus loin puisque dans les revendications des Gilets jaunes, il y a par exemple le fait de savoir ce que nous faisons de tout cet argent qui a été gaspillé par le fameux crédit impôt compétitivité emploi qui coûte 20 milliards d'euros par an aux contribuables français, 40 milliards cette année, pour redistribuer aux entreprises en espérant qu'elles investissent correctement et qu'il y ait de l'emploi créé, alors qu'en réalité on voit que ça crée très peu d'emplois et que même parfois les entreprises se sont gavées de CICE pour détruire des emplois et donc on atteint cette moyenne que le CICE, ça coûte 160 000 € par emploi créé ou maintenu, ce qui est très cher. Et nous avons dit plusieurs fois à l'Assemblée que diminuer le temps de travail nous paraît être une solution à la fois beaucoup plus efficace en matière de création d'emplois, mais surtout beaucoup moins cher en réalité. Et puis les Gilets jaunes parlent aussi de la retraite à 60 ans, bref. Et surtout, vous le voyez, il y a la question institutionnelle qui revient sur la table. Parce que quand ils parlent d'assemblée citoyenne, quand ils parlent de réoxygéner la démocratie, c'est bien effectivement ce fait qu'on ne peut pas mettre le peuple à l'écart de la décision. On ne peut pas simplement faire en sorte que le peuple vote et puis que pendant 5 ans on lui dise restez en place, vous occupez plus de rien. Non, nous on considère que la souveraineté populaire doit être la boussole à toutes les étapes, que le peuple est le seul souverain et que donc il faut créer bien sûr les conditions d'une stabilité institutionnelle, mais dans le même temps les conditions de l'intervention populaire à tout moment. Et nous sommes en plein accord avec les Gilets jaunes quand ils disent nous voudrions pouvoir instaurer un référendum d'initiative citoyenne qui permettrait soit qu'on propose des lois, soit qu'on abroge des lois, ou pourquoi pas qu'on révoque un élu, du président de la République, mais jusqu'au conseiller municipal. Non pas pour systématiquement les dégager tous les 4 matins, mais pour faire en sorte, pourquoi pas, qu'à la mi-mandat d'un élu, si un nombre significatif de citoyennes, de citoyens signent une pétition pour dire
Là, on voudrait pouvoir faire en sorte que le peuple se reprononce sur son action. Eh bien, on serait appelé à voter. Puis l'issue, c'est soit il est relégitimé pour finir son mandat, pour la deuxième partie du mandat, ou alors il est révoqué. Et ça permettrait sans doute d'éviter le fait qu'il y ait cette coupure entre le peuple et ses dirigeants qui participent ensuite de la désaffection de la politique que l'on voit partout et du fait que les gens décident de ne plus s'en mêler. Il faut pouvoir créer les conditions de l'intervention populaire. Or, vous voyez bien, par exemple, le problème que nous avons en ce moment à l'Assemblée nationale, c'est qu'on a une Assemblée qui, dans le moment que nous vivons, cette crise sociale avec la mobilisation des Gilets jaunes, cette crise politique, eh bien, on a une Assemblée qui est finalement coupée de ce que dit le peuple français. Puisque vous savez comme moi que près de 80% des Français soutiennent le mouvement des Gilets jaunes, c'est donc une écrasante majorité. Et dans le même temps, à l'Assemblée nationale, nous sommes une minorité à soutenir ce mouvement, à le considérer comme étant juste et à l'accompagner. Donc il y a bien finalement un système de double pouvoir, de double légitimité, puisque Emmanuel Macron est légitime, il a été élu démocratiquement, sa majorité a été élue démocratiquement aussi, elle est légitime, mais est-ce que la mobilisation populaire n'est pas légitime ? Bien sûr qu'elle l'est. Donc en ce moment, il y a une double légitimité, et il faut pouvoir trancher pour savoir maintenant de quel côté va la balance. Et une manière de le faire, si Emmanuel Macron n'entend pas ce soir aux 20h avoir des mesures extrêmement fortes en matière fiscale, en matière de rémunération contre la vie chère, s'il veut absolument maintenir sa trajectoire politique, moi je considère qu'il aurait tort de le faire, mais s'il veut absolument rester en place et ne rien changer, et comme il dit, garder le cap, eh bien il va être obligé d'en passer par une issue institutionnelle. Ce peut être la dissolution de l'Assemblée nationale. Je ne vois pas beaucoup d'autres solutions, ça permettrait de faire en sorte que le peuple revote, on refait des élections législatives dans tout le pays, et au moins on voit ce qu'il en sort et à quoi ressemble l'Assemblée des représentants du peuple, l'Assemblée nationale, à l'issue de ces élections législatives. Et en attendant, moi je vous le dis, comme on n'est absolument pas sûr de ce que va annoncer Emmanuel Macron ce soir, vous avez vu qu'avec d'autres groupes à l'Assemblée nationale, nous déposons une motion de censure. Elle sera vraisemblablement déposée aujourd'hui avec le groupe France Insoumise, avec le groupe GDR, dans lequel siègent les membres du Parti communiste français, et le groupe socialiste. Nous nous sommes mis d'accord sur un texte dont le fil rouge d'ailleurs est la question de la justice fiscale, pour déposer cette motion de censure et qu'on en finisse avec cette politique injuste du gouvernement. Parce que voyez-vous, il faut considérer le moment comme une opportunité. C'est la France invisible, c'est la France résignée qui a décidé cette fois de se lever. Et moi je préfère avoir une France mobilisée qui participe à la vie politique de son pays, parce que les Gilets jaunes finalement ne font que de la politique. Quand ils sont sur les ronds-points à s'organiser, quand ils discutent de cahiers de doléances et de propositions, ils font de la politique. Alors je sais que certains commentateurs veulent absolument couper le mouvement des Gilets jaunes de la politique, parce que dans leur tête, la politique, c'est les politiciens, c'est les tous pourris, des gens qui auraient tous fait les mêmes écoles et qui privatisent la politique, mais c'est pas ça la politique. Moi, je vous l'ai déjà dit plein de fois, il y a 1 an et demi, j'étais conseiller clientèle sur un plateau téléphonique, je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait Sciences Po, je me suis engagé en politique par conviction, et je pense que l'Assemblée nationale doit simplement représenter le peuple français, y compris dans sa composition. Donc moi, j'appelle les gens à faire de la politique, et je dis que les Gilets jaunes font de la politique. Discuter comme ils le font, faire des propositions, c'est faire de la politique. Et j'alerte parce que c'est dangereux. Si à chaque fois qu'un politique prétend soit donner une analyse du moment, soit proposer des solutions qui permettraient de sortir de la crise, alors tout le monde dit que c'est de la récupération, eh bien alors quelle issue à la sortie? Si l'issue n'est pas politique, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la guerre civile? Vous voulez que chaque samedi ce soit des manifestations? Et jusqu'à quand? Jusque quand? À un moment donné, il va bien falloir trouver une issue politique à ce moment. Et puis après, vous le savez, parce qu'on vous l'a dit aussi, quand on regarde de près les cahiers de doléances des Gilets jaunes, quand on parle de rétablissement de l'impôt sur la fortune, quand on parle de réaffecter l'argent du CICE vers la transition écologique, quand on parle de progressivité de l'impôt, quand on parle de retraite à 60 ans, quand on parle, etc., d'assemblée citoyenne, tous ces éléments qui figurent dans les cahiers de revendication des Gilets jaunes, figurez-vous qu'ils correspondent soit à des amendements que nous avons presque parfois mot pour mot déposés à l'Assemblée nationale, ou alors à notre programme politique présidentiel de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, l'Avenir en commun.
Et ces éléments, cette campagne présidentielle, elle précédait largement le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous m'imaginez, moi, avec mes amis de la France Insoumise, dire que les Gilets jaunes récupèrent les propositions politiques de la France Insoumise ou font de la récupération politique comme si je les condamnais? Non, au contraire, c'est bien. Peu importe qui a proposé. Ce qu'il nous faut, c'est que le débat politique, la polémique infuse partout dans le pays et que par des arguments, eh bien, nous puissions trouver une issue raisonnable. Donc ce soir, Emmanuel Macron est au pied du mur parce qu'il a pensé qu'il allait pouvoir laisser pourrir pendant plusieurs semaines cette mobilisation. Or, il voit que ça n'est pas le cas. Ensuite, il y a une deuxième étape où il a pensé qu'en renonçant à la hausse des taxes sur le carburant, eh bien, les gens retourneraient chez eux. Il a même à un moment donné eu cette tentation de faire passer les gilets jaunes presque pour des gens qui seraient finalement peu soucieux de climat. On a vu là-dedans des responsables politiques qui ont été très irresponsables, allant jusqu'à dire que les gilets jaunes se mobilisaient pour soutenir le lobby pétrolier, alors que pas du tout. D'ailleurs, on voit bien ce qui s'est passé ce week-end dans la plupart des manifestations qu'il y a eu dans les grandes villes de France, puisqu'il y avait ce week-end les marches climat, ces grandes marches citoyennes pour le climat. Et on a vu se faire à Bordeaux, où je me trouvais avec la France Insoumise, mais ici aussi à Lille, ou dans plein de villes de France, on a vu la jonction se faire entre les marches climat et les gilets jaunes, avec des belles mobilisations, avec des mots d'ordre écolos qui lient la justice sociale et la justice fiscale, parce qu'il ne pourra pas y avoir d'écologie autre que d'écologie populaire. Or, Emmanuel Macron fait une politique antisociale. Et moi, j'ai vu plein de ces slogans écrits dans les dos des gilets jaunes, nous expliquant justement ce lien entre la justice sociale et l'écologie qu'il faut faire. Je vous en cite deux. Je me souviens d'un slogan à la manifestation lilloise il y a plusieurs semaines, c'était « Oui à l'écologie, non à l'hypocrisie ». Et ce week-end, on en a vu un autre qui moi me plaît beaucoup, qui disait « Fin du monde, fin du mois, même responsable, même combat ». Tout est dit. Nous avons besoin de lier ces combats. Le combat social et le combat face à l'urgence climatique sont intimement liés. Et nous avons besoin d'embarquer tout le monde là-dedans. Et ça concerne tout le monde. Donc la stratégie qui consistait à diviser le mouvement écologiste et les gilets jaunes, c'est tombé à l'eau puisque ce week-end, la conjonction s'est réalisée. Ensuite, il y a une autre stratégie. C'est que comme le 1er décembre, il y a eu ces manifestations qui ont débordé à Paris avec de la violence, eh bien Emmanuel Macron a pensé qu'on pouvait finalement résumer le mouvement des gilets jaunes à la violence. Et on a vu pendant toute une semaine parler des gilets jaunes qu'à travers les images de violence. La violence, le chaos, c'est terrible. Bien sûr, les images de violence que nous avons vues ne sont pas acceptables. Personne n'aime ces images de violence. Personne n'aime voir un monument national dégradé. Personne n'aime voir des scènes de guérilla urbaine comme on a pu le voir. Alors après, il faut s'interroger sur qui sont celles et ceux qui ont participé à ces violences. Parce qu'on entend dire c'est les casseurs. Oui, effectivement, dans le lot, il y a des gens qui sont des spécialistes qui, à chaque occasion, parce que c'est leur méthode, parce qu'ils pensent que c'est une méthode pour faire de la politique, et je vous dis tout de suite que ça n'est pas la nôtre, mais eux pensent que c'est en cassant tout et en frappant les forces de l'ordre qu'on va pouvoir changer l'ordre établi. Donc ceux-là, on les connaît, ils ont l'habitude de manifester, et bien évidemment, là, ils enfilent le gilet jaune et ils sont présents. Mais est-ce qu'ils représentent le mouvement des gilets jaunes? Est-ce qu'ils sont significativement nombreux au sein de ces mobilisations? Bien sûr que non. D'abord et avant tout, les gilets jaunes, c'est un grand mouvement pacifique avec les mobilisations sur les ronds-points, des manifestations calmes et tranquilles à travers tout le pays. Mais je mets en garde, à force de jouer la stratégie du pourrissement pendant plusieurs semaines, on le voit bien quand on regarde les profils de celles et ceux qui ont été interpellés le samedi 1er décembre à Paris. La plupart de ceux qui ont été interpellés et qui ont été en comparution immédiate, ce ne sont pas des casseurs, ni des gens qui ont un casier judiciaire, hein, les amis. Ce sont des gens du commun, qui en ont ras-le-bol et qui sont à bout de souffle, qui n'en peuvent plus, qui donc n'ont rien à perdre et qui parfois se disent « écoutez, ça fait 3 semaines qu'on est sur les ronds-points et Emmanuel Macron continue de nous mépriser et nous regarder de haut ». Et puis on en voit certains là qui sont en train de jeter des pierres et visiblement quand eux font quelque chose, il y a de la réaction, on parle d'eux dans les médias et puis le gouvernement se bouge. Vous avez des gens qui finissent par penser que c'est la bonne méthode. Alors que moi, je suis convaincu du contraire. Moi, je pense que, comme beaucoup d'entre vous, c'est la mobilisation calme, pacifique, des rassemblements de masse qui permettent de venir avec les gosses sans craindre pour eux dans les manifestations. Et puis surtout, cette grande mobilisation des Français qui soutiennent majoritairement le mouvement, qui feront le rapport de force avec le gouvernement. Mais vous avez des gens qui basculent à cause de l'huile sur le feu que met le gouvernement. Et puis parfois, on peut aussi interroger les instructions qui sont données aux forces de l'ordre.
Parce qu'il faut entendre une chose, hein, les forces de l'ordre ne sont pas responsables directement de la situation. Il y a des consignes politiques. Et donc la responsabilité, elle est politique. Donc, quelles sont les consignes passées par M. Castaner, ministre de l'Intérieur, quand on voit dès le samedi 1er décembre la place de l'Étoile complètement nassée, où vous avez donc des manifestants pacifiques qui se retrouvent au milieu et qui sont bloqués pendant des heures, et donc il y a de la tension qui se provoque. Quelles sont les consignes quand on voit, y compris sur les mobilisations lycéennes de cette semaine, des grands coups de lacrymogène qui sont donnés partout à bout portant, les tirs de flashball qu'on a vus, les images honnêtement insoutenables de gamins qu'on a fait agenouillés par dizaines, main sur la tête à Mantes-la-Jolie, puis quand vous regardez leur visage, vous dites mais c'est quand même pas les plus rudes clients que la police peut avoir en face d'elle. Quelles sont les consignes données? Est-ce que le but c'est finalement aussi de créer de la tension? On peut se poser la question. Ce samedi, on a 3 parlementaires, Éric Coquerel, Mathilde Panot et Alexis Corbière, qui étaient dans les manifestations à Paris. Et à un moment donné, tout se passait très bien, il y avait des manifestations tranquilles, et ils se sont retrouvés eux aussi enserrés dans une nasse policière, et ils ont commencé à parler avec les policiers, qui leur ont proposé de sortir, mais tous les autres citoyens auraient dû, eux, rester au milieu de l'affaire. Eh bien, ils ont refusé. Ils sont restés bloqués avec les citoyens. Mais comment voulez-vous que ce genre de situation ne provoque pas ensuite des tensions? La tension n'est souhaitable pour personne, même pas pour les forces de l'ordre, parce que vous savez, les amis, la plupart des policiers, d'abord, avant tout, ils sont, comme vous, des citoyens, et ils sont souvent en accord avec les revendications du grand mouvement populaire des Gilets jaunes, parce qu'eux aussi subissent les fins de mois difficiles. Vous savez qu'il y a 2 millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées aux policiers. Donc nous voulons plutôt réhabiliter le terme de gardien de la paix, plus que de force de l'ordre, ou comme on a pu entendre l'autre jour sur un plateau télé où je me trouvais, un ancien policier qui disait carrément il faut casser la gueule des casseurs. Bah, ça, excusez-moi, mais c'est un discours de guerre civile, c'est pas un discours de gardien de la paix, pour le coup. Bon bref, donc on voit que cette stratégie de la tension et des violences, bien c'est pas souhaitable, mais surtout ça fonctionne pas. Et on nous avait annoncé pour ce samedi 8 décembre le chaos, et on voit bien que dans tout le pays, le fait d'attiser la peur de manifestations violentes, il y avait aussi un but qui était de dissuader les gens sérieux et raisonnables qui composent en grande partie le mouvement des Gilets jaunes d'aller manifester. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que vous avez vu ces dizaines de vidéos que toute la Macronie a faites depuis l'Assemblée nationale? Ils ont tous fait ça depuis leur bureau. J'appelle au calme parce qu'il faut le calme et parce qu'il faut que tout soit calme. Très bien, mais à un moment donné, il faut une réponse politique. Ce n'est pas des injonctions et des appels au calme qui fonctionnent comme des tentatives de dissuasion d'aller manifester qui vont faire que les gens vont rentrer chez eux. Si vous n'améliorez pas leur fin de mois, ils vont continuer à se mobiliser. Donc ça ne fonctionne pas. Donc il faut une réponse politique. Et ce soir, nous attendons qu'Emmanuel Macron la donne. Et moi, j'alerte tout de suite, s'il n'est pas à la hauteur du moment, eh bien ça va continuer. Et vous voyez que déjà, pour samedi prochain, l'acte 5 est appelé. Si c'est le cas, eh bien ce sera de nouveau, et il faut que ce soit de grandes mobilisations pacifiques, plus grandes encore que celles que nous avons vues jusqu'à présent. Ça peut être fait. Et moi, j'invite les Insoumis à continuer à participer à ce mouvement, à faire en sorte qu'il se déroule bien. Et puis, comme l'acte 5 s'appelle le pot de départ d'Emmanuel Macron, on peut s'interroger. Qu'en pense Édouard Philippe? Parce que vous savez que lui, il est dans le rôle de fusible là-dedans. Et que celui dont on dit qu'il pourrait ne bientôt plus être à son poste, c'est le Premier ministre Édouard Philippe. Pourtant, on n'a pas vu que quelqu'un réclame sa démission, hein. Celui dont on réclame la démission dans tous les cortèges de France, c'est celui qui nous parlera ce soir aux 20h. Donc on va suivre ça de près. Bon, très vite, je vous parle également du week-end que nous avons passé avec la France Insoumise à Bordeaux, puisque nous étions réunis pour le week-end de clôture de la Convention. La Convention, c'est un processus qui a démarré à la mi-septembre avec une consultation de tous les militants de la France Insoumise sur la question des européennes. Et donc, il y avait là-dedans à la fois comment améliorer l'organisation du mouvement devant ces échéances. Il y avait bien sûr la question du programme, où vous aviez un texte martyr qui a fait l'objet de beaucoup d'amendements et beaucoup de travail des Insoumis, qui a été adopté, et évidemment la validation définitive de notre liste pour les européennes. Donc à l'issue de ce week-end qui a réuni 1500 Insoumis à Bordeaux, bien évidemment, en plus des 1500 Insoumis qui se sont réunis à Bordeaux, il y a eu toutes celles et ceux qui ont travaillé avec nous tout le week-end depuis chez eux, parce qu'à chaque fois on organise les conditions de faire que
même si vous n'êtes pas présent physiquement, vous pouvez participer à la convention. Eh bien, à l'issue de ce week-end de travaux de la France Insoumise, nous sommes en ordre de bataille pour aller aux élections européennes de mai 2019. Et la première des tâches est de faire en sorte que cette élection soit un moment de réhabilitation du bulletin de vote comme la meilleure arme démocratique pour concentrer toutes les colères face à Emmanuel Macron. Parce qu'on vous l'a dit, voter contre Emmanuel Macron ou voter contre cette construction particulière de l'Union européenne, finalement, c'est faire une seule et même chose, Macron étant le digne représentant de la Commission européenne ici à domicile. Donc on a beaucoup d'arguments à faire valoir et maintenant c'est le moment d'aller sur le terrain et de faire en sorte d'abord et avant tout que les gens s'inscrivent par milliers sur les listes électorales rapidement, qu'ils aillent dans leur mairie et c'est ça qu'il faut qu'on fasse d'abord, c'est de dire aux gens au mois de mai 2019 vous pourrez voter, c'est essentiel que vous y alliez, donc on crée les conditions avec vous, que vous remplissiez les documents qui vont bien pour que vous puissiez voter le moment venu. Et ça vraiment c'est la première des tâches. Et puis ensuite on a un programme qui a été édité en brochure, que vous pouvez retrouver sur le site internet. Donc ça y est, tout y est. Un programme qui tient en 5 axes pour les européennes. D'abord, faire respecter la souveraineté des peuples, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la souveraineté populaire est notre boussole en toutes circonstances. On parle ensuite de faire face à l'urgence climatique en engageant la planification écologique. Il y a de nombreuses propositions sur ce qu'on peut faire au sein du Parlement européen pour mettre en avant tout cela. Bien évidemment, il y a la question de la finance et du dumping social et fiscal, la question de la paix et des coopérations que nous voulons construire face au mirage de l'Europe de la guerre que prétend construire Emmanuel Macron, puisque l'Europe de la défense, pour nous, c'est l'Europe de la guerre et donc nous n'en voulons pas, nous voulons plutôt construire la paix, une paix durable et nécessaire, et puis l'extension des droits et des libertés, alors que l'on voit partout en Europe des gouvernements fascisants qui sont en train de prendre pied. Donc nous avons un bon programme, je dois le dire, on peut en être fier et donc on peut partir à la bataille fort de ce programme. Et puis bien sûr, nous avons une belle liste, une liste qui est à l'image de la population française. Ça a été difficile pour le comité électoral de construire cette liste parce qu'il y a eu plus de 600 candidatures et donc forcément il y a beaucoup plus de candidats que de places disponibles. Mais au total, et même si bien évidemment il y a toujours des déçus, eh bien on a une belle liste qui est composée de gens faits d'un bois qui devrait, à mon avis, faire peur aux tenants de l'Europe libérale, parce que quand vous voyez ce que fait seul actuellement au Parlement européen l'eurodéputé Younous Omarjee, par exemple avec la pêche électrique, bon, il a récemment été rejoint par notre ami Emmanuel Morel qui a quitté le Parti socialiste en faisant une scission avec ses camarades, et donc il travaille en ce moment à deux, mais quand vous voyez ce qu'ils peuvent faire si peu nombreux au Parlement européen, vous imaginez ce que pourrait faire un beau groupe de la France Insoumise au Parlement européen, qui plus est qui travaillera avec nos partenaires en Europe du mouvement européen Maintenant le Peuple, on travaille en coopération avec eux, on aurait vraiment un bon groupe de combattants démocratiques au Parlement européen face au lobby, face à la finance ou face au Jean-Claude Juncker qui disent il n'y a pas de démocratie et de choix démocratique possible contre les traités européens, alors qu'on sait que ce sont précisément ces traités qui empêchent de faire de l'Europe ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire un espace de coopération au service d'objectifs écologiques et sociaux. Et puis cette liste, pour terminer, eh bien, elle est emmenée par une tête de liste dont nous sommes fiers, Manon Aubry. Manon Aubry, vous la connaissez sans doute comme porte-parole d'Oxfam. Elle a mené un formidable travail sur la question de l'évasion fiscale et de la fraude. C'est une spécialiste du sujet avec qui on travaille depuis assez longtemps parce qu'elle nous aide régulièrement, notamment dans les discussions parlementaires quand il s'agit de décrypter tout ça. Et elle a un long parcours associatif alors qu'elle n'a que 29 ans. Et clairement, j'ai vu ce week-end à Bordeaux que son discours de clôture enthousiasmait vraiment les militants de la France Insoumise. C'est extrêmement positif qu'elle soit notre tête de liste. Et bien évidemment, elle sera en binôme avec l'ami et camarade Manuel Bompard, mathématicien, qui a été directeur de campagne de la présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon, qui a été celui qui est toujours d'ailleurs l'animateur des campagnes de la France Insoumise. Donc on a un bon binôme et avec eux une belle liste. On a par exemple le Lillois Julien Poix qui est dans la liste. On en a plein vraiment de valeureux camarades, de valeureux amis qui vont pouvoir mener un formidable travail dans cette campagne européenne. Donc c'est le moment de s'y mettre. Vous savez que dans toutes les villes de France, nous appelons à monter des comités d'appui. Il y en a déjà plus de 300 en une seule soirée qui ont été réalisés. L'idée de ces comités d'appui, c'est qu'une fois par mois, toutes celles et ceux, qu'ils soient d'ailleurs membres ou non de la France Insoumise, mais qui partagent
à la fois l'idéal de ce programme et notre stratégie et qui voudraient participer avec nous à la campagne, eh bien, puissent se retrouver et participer à cette campagne. Elle va durer 6 mois et c'est le moment de s'y mettre à fond. Donc réunissez-vous à l'échelle de vos communes en comité d'appui et en avant pour cette belle campagne des élections européennes. Comme d'habitude, Florian me fait signe derrière avec un pouce. Ça veut dire qu'il faut que vous mettiez les pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne parce que ça nous fait progresser et comme ça, on continue. Merci à vous, à la semaine prochaine.